Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Un nouveau bras de fer s'annonce entre le CNRD et des acteurs sociopolitiques guinéens. La coalition G58, le RPG Arc-en-Ciel et alliés ainsi que des structures sociales se constituent en force vive pour se tenir contre des actions antidémocratiques du CNRD. Vous les suivrez dans ce journal. Qui a tué le jeune Thierno Mamadou Diallo? La question se pose et les autorités se montrent soucieuses de la manifestation de la vérité dans cette énième mort de manifestants à Conakry, car le procureur général annonce une autopsie. Le ministre de la Sécurité lui exige des rapports de son directeur général de la police. Et puis le tout foot, ce sera dans la dernière partie avec Alcénie Baldi. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le G58, le RPG Arc-en-Ciel est allié avec d'autres entités sociopolitiques constituées en force vive, compte projeter des séries de manifestations à Conakry et en région, ceci pour dénoncer ce qu'ils appellent des actions antidémocratiques menées par le CNRD dans une déclaration rendue publique ce jeudi. Ces acteurs confondus accusent la junte de destruction aggravée de l'administration publique et du refus systématique et délibéré à mettre en place un cadre de dialogue inclusif pour la gestion de la transition. Antoinette Dédé, Onivogui. Cette plateforme qui se veut rassembleur pourrait regrouper toutes les composantes de la vie sociopolitique de la Guinée. Elle vise principalement à faire une analyse situationnelle de la conduite de la transition pour définir des actions et stratégies urgentes de plaidoyer pour le respect de la charte de la transition par le CNRD, le CNT et le gouvernement. En dépit de l'espoir suscité chez la majorité des Guinéens, nous assistons aujourd'hui très malheureusement à une destruction aggravée de l'administration publique avec un grand risque de déconstruction de notre histoire commune en tant que nation. Peuple de Guinée, peuple du 28 septembre 1958, le moment est grave, mais aussi inquiétant depuis un certain temps. Les protestations contre l'augmentation des prix des produits pétroliers a fait déjà un mort, déplore Abdoul Sako qui porte leur voix. Les forces vives de la nation regrettent et condamnent fermement l'assassinat crapulé et odieux du jeune élève Thierno Mamadou Diallo par balle ce mercredi 1er mai 2022 et exige que justice soit rendue à sa famille. Exige la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif dans un bref délai. À défaut, rejetteront toutes les institutions mises en place par le CNRD au profit d'un recadrage de la transition à travers les nouvelles institutions plus inclusives, représentatives pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le coordinateur des nouvelles forces vives a invité le CNRD à ne pas être comme l'ancien pouvoir qui, selon lui, ne comprenait que le langage de la rue. Je crois qu'ils vont nous écouter. S'ils ne nous écoutent pas, on est obligé d'aller dans la rue. Donc nous ne souhaitons pas aller à l'enfront. Dans la salle, les principaux absents à cette rencontre étaient l'UFR, le PEDN, le RPG et l'UFDG. Et pendant ce temps, Lansana Kouyaté vient de créer une nouvelle plateforme dénommée Forum pour une transition apaisée, se disant opposé aux manifestations de rue. Le leader du PEDN dit avoir pu réunir autour de lui 88 partis politiques, notamment le BL. Ensemble, ils vont travailler dans ce forum pour soutenir la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Lansana Kouyaté est au micro de Antoinette Dédé Onivogui. Ces coalitions ont pensé qu'à ce moment critique de notre vie, de la vie nationale, il est mieux de se voir, de dialoguer pour savoir où nous allons aller. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Ce que nous voulons, c'est la paix. Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est pour la paix du peuple de Guinée. C'est pour donner une meilleure chance à la transition de se dérouler pour qu'on aboutisse à des élections qui soient pour une fois transparentes, justes et que tout le monde reconnaisse qu'on a fait du bon travail.
Les échauffourées entre forces de l'ordre et jeunes manifestants ce mercredi à Mdalaï ont fait un mort. Thierno Mamadou Diallo a reçu une balle dans la tête aux environs de 21h. Selon le procureur, une autopsie sera faite pour déterminer les causes exactes de sa mort. Charles Wright annonce également des enquêtes pour situer les responsabilités. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara. Colonel Mamadi Doumbouya avait promis d'éviter les erreurs et les horreurs du passé. Cette promesse n'aura tenu que quelques mois. Thierno Mamadou Diallo, 19 ans, candidat au BEPC, a été fauché par balle selon des témoins. Venu récupérer des films dans ses salons de coiffure, il a croisé son destin tragique. Il y a une cyber ici à côté, tout près des travaux ici. Je vais aller là-bas pour transférer les films, puisqu'on peut regarder ça la nuit ici, parce qu'on ne peut pas sortir. Je dis ok, moi aussi, on est séparés ici, j'étais parti là-bas, à la maison, pour manger. C'est là-bas qu'on m'avait appelé directement, on avait tiré un de ton ami ici, Kerno Mamadou. J'ai dit Kerno Mamadou. Donc il n'était pas sorti pour manifester? C'est pas pour manifester, c'est juste pour aller transférer les films, comme on ne peut pas sortir pendant les manifestations. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes exactes du décès. Le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, promet de sévir. Nous présentons à la famille éplorée toutes nos condoléances. Ce n'est pas Kerno qui est touché, c'est le ministère public qui est touché à travers Kerno. Quel que soit ce qu'il a, ceux qui disent avoir perdu la vie par suite d'une balle ou quoi, j'attends que l'autopsie révèle cela et que si tel est le cas, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir l'offrir une inhumation digne de nom, mais aussi que justice soit rendue conformément à la loi et dans le respect des limites du secret de l'enquête. À sa prise de pouvoir, l'une des décisions du CNRD, saluée par tous, était celle de s'incliner devant la mémoire des victimes des régimes précédents. Mais sa gouvernance aussi enregistre la première victime des manifestations. Une tache noire de cette transition qui se veut inclusive et constructive. Et dans le même cadre, mais loin de Conakry, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile condamne ce acte avec la dernière énergie. Un séjour au compte de l'immersion gouvernementale à Cancan, Bachir Diallo a annoncé des dispositions. Il a promis de mettre hors d'état de nuire le ou les auteurs de ce crime. Alpha Omar Koïta. C'est au nom du gouvernement que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a condamné la mort de Kerno Mamadou Diallo survenue mercredi soir à Conakry lors des manifestations de rue contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Je condamne énergiquement ces gestes qui conduisent à des morts d'hommes. Le gouvernement ne s'inscrit pas du tout dans cette logique. Je commencerai d'abord par présenter mes sincères condoléances aux victimes et aux parents des victimes. Sitôt informé, le ministre Bachir Diallo dit avoir contacté le directeur général de la police pour lui donner des instructions fermes sur la situation. Dès que l'événement s'est passé, j'ai appelé le directeur général de la police pour lui dire je veux savoir il y a eu combien de morts, dans quelles circonstances il y a eu ces cas de mort, à quel endroit et à quelle heure. Et surtout, qui a tué qui. Et j'ai conclu en lui disant que s'il y a des têtes qui tomberont, des têtes tomberont. Mais ce genre d'événements ne doivent pas du tout se produire. Le ministre de la Sécurité laisse entendre par ailleurs que toutes les dispositions seront prises pour interpeller les auteurs et les traduire à la justice. Je peux vous garantir que toutes les dispositions vont être prises pour éclairer ça et les coupables seront punis à tous les niveaux. S'il y a des responsables au niveau le plus élevé qui n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait, des dispositions vont être prises à leur encontre et les vrais auteurs de ces cas de mort vont également être poursuivis.
C'est une grosse inquiétude pour les populations. Le transport qui n'est toujours pas réglementé est fixé au gré des chauffeurs de taxi et conducteurs de moto. Pour toucher du doigt cette réalité, notre équipe de reportage a rencontré les différents acteurs concernés. Certains transporteurs ont opté pour le repos en attendant une décision de l'État. Alcéné Bari et Yacouba Traoré. Cette fois-ci, nous partons à la cité de l'Air, une gare routière de fortune a été improvisée. Le problème n'est pas la clientèle, mais l'indifférence de certains passagers sur les prix. 2000 par tronçon. Il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui ne payent pas. Ouais. Et quand ils ne payent pas, qu'est-ce que vous faites? On le laisse partir parce qu'on ne peut pas faire bagarre à cause de 1500. D'autres chauffeurs sont plus futés. Les passagers doivent d'abord connaître le nouveau tarif non officiel avant d'embarquer. Ouais, j'informe les gens. Bon, si ils acceptent, ils montent. S'ils n'acceptent pas, il n'a qu'à aller ailleurs. Le prix de l'essence est augmenté. Andé, il a accepté, Andé, il n'a pas accepté. Mais c'est trop problème, quoi. S'il n'accepte pas, vous faites quoi? Je vais le laisser, je vais aller. Vous connaissez ça, mais toujours le problème, c'est nous qui le perdons. Sur la circulation, les taxis se font rares. Il y en a qui ont opté pour le repos en attendant que le gouvernement réglemente le tarif. Une situation que fustigent les citoyens qui ont du mal à rallier les lieux de service. C'est dur, quoi. C'est très dur. Est-ce que c'est facile d'avoir taxi aujourd'hui? Bon, c'est pas tellement facile. C'est pas facile. Il y a plein de gens qui ne sont pas contents avec le montée du carburant. Donc, forcément, ils ont en train d'observer d'abord la situation. Comme il y a le niveau d'axe qui montre leur mécontentement par rapport à l'augmentation du prix du carburant, quoi. Ce ne sont pas seulement les conducteurs de taxi qui ont augmenté le prix. Il y a aussi les motards qui ont fixé leurs tarifs. Nous aussi, on achète le carburant cher, c'est pour cela qu'on a augmenté le prix. Par exemple, d'ici à Madina, avant on partait à 10 000. Mais lorsqu'ils ont augmenté 12 000 francs sur le carburant, c'est pour cela que nous aussi, à Madina, à l'air, on part à 15 000. Quoi. Pendant ce temps, l'État et le syndicat sont à couteau tiré. Aucune réglementation du transport n'a été faite malgré l'augmentation du prix du carburant. Justement, les centrales syndicales guinéennes étaient en concertation ce jeudi au siège de la CNTG. Au centre des débats, l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Ces syndicalistes disent ne pas être consultés par le gouvernement pour l'augmentation du prix du carburant. Le mouvement syndical sollicite un accompagnement des autorités pour l'allègement du panier de la ménagère. Suivez. Le mouvement syndical a étonné l'augmentation du carburant de façon unilatérale, sans associer leurs partenaires privilégiés. Je veux indiquer ici le mouvement syndical guinéen. Nous dénonçons cela. Nous disons qu'il y ait forcément des mesures d'accompagnement par rapport à cette augmentation. Parce que vous savez, dès qu'on augmente le carburant, presque les denrées de première nécessité augmentent aussi. Nous pensons que le gouvernement guinéen va prendre les mesures pour quand même corriger cet état de fait. Et nous dénonçons que réellement, le mouvement syndical n'est pas du tout d'accord avec l'augmentation sans qu'elle ne soit associée ensemble et prenne les décisions. Nous pensons que le mouvement syndical prendra toutes les dispositions qui y doivent, pourvu qu'entre nous et le gouvernement, nous arrivons à prendre les décisions en vue de corriger cet état de fait. Autre chose dans cette édition, lancement officiel ce mercredi 1er juin du mois de l'enfant à Cancan. L'engagement citoyen face aux violations des droits de l'enfant, c'est le thème de cette année. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Mohamed Beavogui, accompagné des membres du gouvernement, dont la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et des personnes vulnérables. L'occasion a été mise à profit par le Parlement des enfants de Guinée pour formuler un certain nombre de plaidoyers auprès des autorités de la transition. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, y a assisté pour nous. Voici son compte rendu.
Il y a de cela 30 ans jour pour jour depuis que l'État guinéen a consacré le mois de juin aux enfants. Ce 1er juin, c'est la ville de Kankan qui a abrité le coup d'envoi officiel de la célébration de ce mois par le Premier ministre de la Transition, accompagné de la présidente du Parlement des enfants de Guinée, de la ministre de l'Action sociale, celle de l'enseignement supérieur et celui des affaires étrangères, ainsi que les représentants de l'UNICEF et du village SOS Pays en Guinée. Un moment de plaidoyer pour les enfants. À ce niveau de mon propos, permettez-moi de faire un plaidoyer pour le retrait des enfants dans les sites d'exploitation traditionnels des villes, la construction d'une école publique pour les enfants vivant avec handicap et l'aménagement des espaces de jeux pour les enfants de la région de Kankan. Célébré sous le signe de l'engagement citoyen face aux violations des droits de l'enfant, notamment le viol, le représentant de l'UNICEF en Guinée place l'événement dans son contexte. Ce thème donne l'opportunité au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, ainsi qu'à ses partenaires, de faire un bilan sur les grandes réalisations et les défis majeurs du secteur de l'enfance en Guinée. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement, le Premier ministre Mohamed Biavogui a rassuré les enfants de leur accompagnement avant d'inviter des partenaires techniques et financiers à une synergie d'action avec le gouvernement pour l'atteinte des objectifs. Je vous rassure que le gouvernement, sous l'impulsion et la haute clairvoyance de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, mettra tout en œuvre pour la réalisation des actions contenues dans les engagements de notre pays dans le cadre du partenariat mondial. Dans le même registre, j'invite l'ensemble des partenaires et acteurs évoluant dans le domaine sensible de l'enfance à renforcer la synergie d'action avec le gouvernement pour une mobilisation effective des ressources indispensables à la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre les violences faites aux enfants. Éducation dans cette édition, la direction communale de l'éducation de Matoto est dans les derniers réglages avant les premières épreuves des examens nationaux. Ce jeudi, le DCE par intérim s'est entretenu avec les enseignants et les délégués scolaires du privé qui devront superviser les examens nationaux session 2022. Objectif, les sensibiliser sur les attitudes à prendre avant, pendant et après les examens nationaux. Compte rendu Djenab Bangoura et Mohamed Kapelosila. Pour un examen dénué de toute fraude, c'est dans ce cadre que le directeur de l'éducation par intérim de la commune de Matoto a rencontré ces acteurs qui devront veiller au bon déroulement des examens dans sa commune. Au cours des échanges, il a prôné les messages de sensibilisation et le respect des principes et règles établis. L'essentiel, c'est de faire des examens crédibles, acceptés de tous. Ce directeur d'école estime qu'il faut revoir le choix des acteurs concernés afin d'éviter les erreurs du passé. Ce que je propose, c'est une communication franche et saine entre les acteurs et les responsables de la DCE pour que tout un chacun pose le problème, comment il faut réorganiser l'examen pour que ça soit crédible. Mais à l'allure où vont les choses, les fraudes resteront toujours là parce que ceux qui sont dans les centres ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des gens compétents. Pour sa part, le conseil pédagogique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation promet de mettre un terme à ces anciennes pratiques. Le fait de prendre des surveillants par-ci, par-là, qui ne sont pas en situation de classe et qui dictent mal, surtout pour les enfants de la 6e année, ça cessera. Et là, c'est un combat perpétuel. Parce que ça se situe non seulement au niveau des élèves, au niveau des surveillants, au niveau des délégués. Pour ce qui est des préparatifs, Sékou Kaba rassure qu'il ne souffre d'aucun problème. Les préparatifs sont presque à terme. Les listes des surveillants sont presque prêtes. Les fournitures scolaires sont prêtes. Donc, on attend le jour J. À Matoto, ils sont 1840 surveillants répartis dans 65 centres pour le certificat d'études élémentaires qui débutera lundi prochain.
Le SMIC du fonctionnaire guinéen passe désormais de 440 à 550 000 francs guinéens. L'annonce a été faite hier mercredi dans un décret lu sur les médias d'État. Sur cette légère augmentation, les avis sont tranchés chez les fonctionnaires. Si certains parlent d'une avancée significative, d'autres par contre estiment que ce SMIC reste encore insuffisant au regard de la conjoncture économique du pays. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé de Aminata Massiré Bangoura et de Djibril Kabak Kamara. Le salaire minimum interprofessionnel garanti connaît désormais une légère augmentation. De 440, il passe à 550 000 francs guinéens. Chez certains fonctionnaires, ce geste du président de la transition soulage. C'est un gouvernement de transition, donc si il ajoute quelque chose pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires guinéens, moi, en tant qu'enseignant, je ne fais que l'apprécier. Nous avons beaucoup lutté pour ça. Si aujourd'hui nous avons un gain de cause, on dira alhamdoulilah. Et là, en tout cas, moi, je suis très très content. C'est un plus. Une pilule difficile à avaler chez ce fonctionnaire. Pour lui, vu les conditions de vie précaires que mène le fonctionnaire guinéen, cette augmentation est insignifiante. Le fonctionnaire guinéen souffre sérieusement. Parce que imaginez, si déjà les 70% du salaire sont déjà consommés avant de percevoir, quand ça rentre seulement par la main droite, ça va sortir par la main gauche. Donc, le salaire guinéen est insuffisant et insignifiant. Des avis partagés par cet autre interlocuteur. Ils étaient dans les 400 et quelques mille, ils vont juste monter à 500 et quelques mille. Donc, pour un contractuel qui prend aujourd'hui 550 000, à la fin du mois, je crois que déjà, c'est juste pour son transport. Pour ce dernier, les autorités doivent tout mettre en œuvre pour permettre aux fonctionnaires guinéens de vivre dans de meilleures conditions. Doit être égal ici la dépense plus l'épargne. Mais le fonctionnaire guinéen ne peut pas épargner à travers son salaire. Donc, il faut que le travailleur soit à l'abri du besoin. C'est ce qui peut aider tout un chacun. Cela va aussi dans le développement de la nation. La distribution des cartes grises a connu une interruption. Ce 1er juin, la société DSD qui s'en chargeait avait mis une pause. Ceci pour respecter une décision du ministère des Transports qui lui demandait de passer le relais aux établissements Yatasai. Mais entre-temps, un communiqué du ministère du Commerce a cassé le monopole. Mamadou Kalisso et Alceni Kamara pour plus de précisions. Chaque jour, DSD délivre en moyenne 800 immatriculations, dont près de 500 à Conakry. L'interruption de la livraison ce 1er juin a créé une tollée dans tout le pays. Ce mercredi matin, la société a reçu le feu vert des autorités de reprendre la production des cartes grises. Nous avons plus de 200 000 plaques aujourd'hui réparties entre les 14 centres et nous avons un stock suffisant pour travailler sans rupture. Donc les gens doivent venir sans problème et tout est ouvert. La fermeture était liée seulement par respect à la lettre que le ministre nous avait donc envoyée. Et c'était juste hier. Vu qu'il n'y a pas de solution, nous avons repris. Certains citoyens se plaignaient des défaillances sécuritaires au niveau des plaques d'immatriculation. Ces responsables rassurent que toutes les dispositions sont prises pour fournir aux usagers des dossiers sécurisés. À la date, nous pouvons dire, dès qu'on voit une plaque sur un véhicule et qu'on regarde son numéro de série, nous pouvons dire quel est l'emboutisseur qui a eu à acheter cette plaque chez DSD. Donc, une fois que la plaque est emboutie, vous ne pouvez pas être en possession, recevoir votre carte grise, tant que vous n'avez pas amené la plaque pour la validation. C'est cette partie qui avait été déconnectée hier. Donc, quand la plaque est validée et que c'est bon, ça nous permet de savoir que ce n'est pas une fausse plaque et que la plaque vient du bon endroit. Pour rappel, c'est en décembre 2021 que le ministère des Transports a adressé une lettre à la société DSD pour qu'elle assure la fourniture des plaques d'immatriculation jusqu'au 31 mai 2022. Elle devrait ensuite passer le relais aux établissements Yatasai. Mais entre-temps, le ministère du Commerce a pris une décision pour casser
tout monopole. Améliorer la santé des populations guinéennes, c'est le combat que mène LP Guinée et c'est dans ce cadre que l'ONG s'est rendue au chevet des malades au CHU d'Ignace Dine ce jeudi pour les accompagner. Les patients ont reçu chacun une enveloppe symbolique. Mohamed Valek Touré commente les images de Meshek Sonda Kourouma. Les patients de l'hôpital Ignace Dine de Conakry, notamment ceux de la maternité, de la pédiatrie et la neurologie, ont bénéficié ce matin d'une enveloppe symbolique. Un geste de l'ONG LP Guinée qui vise à réconforter le moral des malades. Nous avons décidé de faire le don aux personnes vraiment qui sont dans une situation de détresse, les handicapés, les malades ou d'autres personnes. Mais le soir a été tombé sur Niasidine. Il a décidé à ce qu'on fasse cette remise de dons aux malades qui sont vraiment démunis. Mohamed Traoré a décidé parce que c'est l'un des grands hôpitaux de la Guinée. C'est une démarche citoyenne et responsable dont se félicitent les responsables de l'hôpital. Près de 95%, sinon plus, des malades qui viennent n'ont pas d'assurance maladie. Donc ce sont les familles, aussi les personnes ont des revenus qui prennent en charge. Ce qui est à l'origine des retards de prise en charge. Parce que s'il faut appeler le cousin, l'oncle pour venir, parfois c'est des retards de prise en charge. La conséquence, c'est des complications et parfois des décès peuvent être évitables. Je pense qu'une action comme ça est salutaire parce qu'elle permettra à des personnes dans des situations de détresse, des patients qui sont dans les services d'urgence, services de réanimation, à travers cette enveloppe, de faire face à des besoins. Venir en aide aux personnes démunies est une priorité pour l'ONG. Le rappel à l'État et aux personnes de bonne volonté est de multiplier les actions de générosité envers les couches nécessiteuses de la population. Dans un instant, c'est le sport dans ce journal. Bonsoir Alcini Baldé et bienvenue à vous. Bonsoir Binta, bonsoir à tous. Comme tous les jeudis, nous parlons sport avec vous et justement le Sili national de Guinée reçoit en son sein Mokhtar Diarabi qui décline ses objectifs. Oui, il était très attendu par les supporters du Sili national de Guinée. C'est désormais officiel. Mokhtar Diarabi va arborer le maillot du Sili national de Guinée au compte donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Deux matchs donc que la Guinée doit disputer contre l'Égypte et contre le Malawi, respectivement le 5 juin et le 9 juin au Caire et à Conakry, bien évidemment. Pour cette circonstance, la cellule média de la Fédération guinéenne de football a interrogé Mokhtar Diarabi sur ses objectifs, ses ambitions avec le Sili national. On l'écoute donc au micro de nos confrères de la Fédération guinéenne de football. C'est quelque chose de spécial. Voilà, je vais représenter mon pays. Voilà, mes parents sont nés là-bas et puis c'est quelque chose de symbolique. Voilà, j'espère leur faire honneur et faire honneur au pays. Il y a eu un travail, de la fédération guinéenne jusqu'à aujourd'hui qui m'a mené là aujourd'hui. Voilà, et puis j'ai été séduit par le projet qu'ils essayent de mettre en place et voilà, si je peux apporter à cette sélection, pourquoi pas. J'ai toujours eu un lien avec la sélection guinéenne, que ce soit même quand j'étais jeune, je rencontrais déjà les dirigeants, tout ça, j'avais toujours ce lien par rapport à la Guinée. Et puis par la suite, il y a eu énormément de choses qui ont fait qu'aujourd'hui ça m'a mené ici et surtout la rencontre avec le sélectionneur et les dirigeants qui ont fait qui m'ont énormément motivé à venir en sélection. L'objectif principal, c'est d'atteindre des objectifs, c'est-à-dire déjà de se qualifier pour la CAN et puis hisser le drapeau de la Guinée.
Et de son côté, Kaba Diawara évoque le stage de son équipe à Mohamedia, c'est au Maroc à la veille du match Égypte-Guinée. Ah oui, Kaba Diawara et ses poulains affûtent leurs armes du côté du Maroc à Mohamedia. Kaba Diawara, justement, le sélectionneur national, décline son plan de travail, comment il entreprend bien évidemment travailler avec ses nouveaux et puis avec son staff technique. Il parle donc toujours au micro de nos confrères de la Fédération guinéenne de football. On l'écoute. De faire un petit peu de cohésion, de préparation, de présenter aussi les objectifs qui seront nombreux et très importants. Donc voilà, on va avoir beaucoup de discussions parce qu'on est en fin de saison, on ne peut pas non plus avoir une charge de travail exceptionnelle, mais on va mettre quand même les bases de ce qu'on attend du match au moins en Égypte et après bien sûr pour suivre derrière le match de Conakry. La dynamique elle est très simple, on va essayer de reproduire un petit peu les mêmes schémas qu'on a fait au mois de mars, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, que les joueurs connaissent aussi la manière de travailler du staff en augmentant encore au niveau de la rigueur parce qu'on est en fin de saison pour les joueurs mais nous on est au début de la compétition donc il faut imposer une charge de travail vraiment adéquate, vraiment dosée, mais avec beaucoup de rigueur parce que, comme je l'ai dit, les joueurs sont en fin de saison, il y en a qui pensent à leur transfert, il y en a qui pensent à la nouvelle année, c'est une année de Coupe du Monde aussi, donc il faut tenir ça en compte, mais aussi vraiment se focaliser sur les 2 matchs importants qui ouvrent notre qualification. Il faut le rappeler, Binta, que le Sili national de Guinée jouera donc son premier match le 5 juin au stade international du Caire contre les Pharaons d'Égypte. Et le 9 juin, donc, le Sili national recevra les Flammes malawites au stade général Lansana Conté de Nongo. Ça sera donc au compte de la 2e journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Parlons toujours football, mais ailleurs dans le monde, Anthony Rudiger s'engage avec le Real de Madrid. Oui, c'était attendu, bien évidemment. C'est officiel, c'est la Casablanca qui a donné l'information sur sa page Facebook, annonçant bien évidemment l'arrivée d'Anthony Rudiger. L'international allemand s'engage avec les Merengues pour 4 saisons. Le montant de son transfert n'a pas été dévoilé. Bon, mais selon certains médias, il est parti libre donc de Chelsea et le Real Madrid donc a bondi sur l'occasion. Donc il sera associé à David Alaba, l'ancien joueur du Bayern de Munich, et Eder Militao au niveau de la défense centrale du Real Madrid. Une bonne affaire en tout cas pour la Maison Blanche. Alors, à l'Alcénie mondial 2022, un match des éliminatoires programmé le 22 septembre. Ah oui, la décision était dans l'air. Elle vient d'être donc officialisée par la FIFA. L'instance dirigeante du football mondial donc a annoncé que la rencontre des éliminatoires du mondial 2022 entre le Brésil et l'Argentine, interrompue le 5 septembre dernier après l'intervention de l'agence sanitaire brésilienne sur le terrain, sera rejouée le 22 septembre prochain. Leur soudaine intrusion sur le rectangle vert avait alors provoqué la colère des footballeurs argentins qui avaient pris le chemin des vestiaires pour protester et le match n'avait pas pu reprendre. Il convient de rappeler que ce choc entre les 2 mastodontes sud-américains du football avait été interrompu au bout de quelques minutes de jeu dans les conditions invraisemblables. Binta. Et elles sont nombreuses, les fédérations sportives de Guinée qui sont en souffrance. Oui, c'est le cas de la fédération guinéenne de taekwondo. On s'est intéressé donc à cette fédération qui traverse donc aujourd'hui énormément de problèmes, de difficultés. Le président de cette instance fêtière donc, décline les problèmes liés à la bonne marche de son institution. On écoute Sekou Kamara, il est le président de la fédération guinéenne de taekwondo, en même temps proviseur du lycée Matam. Premièrement, d'abord, on n'a pas de siège. Déjà qu'on a, c'est au stade là-bas, vraiment c'est très restreint. Et puis il y a 4 chambres, c'est réparti entre tir à l'arc, athlétisme et le taekwondo. Donc chacun a une chambre, c'est pas... Deuxièmement, on a tout fait pour qu'on ait un dojo, au moins pour notre équipe nationale.
Parce que quand nous conjoignons les équipes nationales, soit on les amène à l'université pour s'entraîner, soit on les amène dans le club de Maître Samba Djouma, qui est l'entraîneur national pour là-bas, ou on vient sur l'esplanade comme ça, sur les terrasses, on travaille là-bas, et ce n'est pas bon pour une équipe nationale. Donc, si l'État peut nous aider à avoir un local, même si c'est un domaine qu'il peut nous donner, nous, on est se battre à notre moyen pour construire là-bas notre siège et avoir une salle digne de ce nom. Pour mieux éduquer donc les élèves notamment, comme vous le savez, qui deviendront les leaders de demain, il est important de permettre donc à ces élèves, à ces enfants de pratiquer une discipline sportive. Et donc Sékou Camara, président de la Fédération guinéenne de taekwondo, en appelle à la bonne volonté de l'État d'accompagner toutes les fédérations sportives pour leur permettre de pratiquer bien évidemment une discipline sportive de leur choix. On l'écoute de nouveau. Pour éduquer la jeunesse, pour bien gérer la jeunesse, voir quelles sont les disciplines, qu'est-ce que les élèves veulent faire. Donc on peut se servir de ces différentes disciplines sportives-là pour éduquer les élèves, les enfants. Surtout quand je prends le cas du taekwondo. Le taekwondo est une discipline sportive là où la discipline comme dans l'armée. C'est exactement comme ça, parce que le taekwondo a été pratiqué par l'armée. C'est après maintenant au niveau des civils. Donc les règles et les principes restent inchangés, on respecte. Donc si on a des moyens de donner des gens comme ça là, il se peut que nous fabriquons, nous formons de nouveaux Guinéens, je veux dire par là, du point de vue comportement, du point de vue intelligence, on peut le faire. Mais une fédération n'est pas moins une fédération. Si vous fonctionnez les fédérations, vous voyez les résultats, surtout nous qui faisons des activités individuelles. Si nous, ce qu'on donne au football, même si c'est le tiers qu'on donne seulement à chaque fédération, vous allez voir le résultat. Le basketball, le Mali remplace le Nigeria au prochain mondial féminin prévu du 22 septembre au 1er octobre en Australie. Ah oui, Binta, c'est à la suite de la décision du président nigérien, justement, de retirer de son pays de... Et rugby pour finir, 5 équipes sud-africaines vont jouer les Coupes d'Europe la saison prochaine. Oui, c'était dans les tuyaux depuis un bon moment. C'est désormais officiel. Les Coupes d'Europe du rugby ouvrent leurs bras à l'Afrique du Sud. 5 franchises, j'y arrive, de la nation arc-en-ciel vont intégrer la Champions Cup et le Challenge européen à partir de la saison prochaine, ont révélé les organisateurs des compétitions. Les Stormers du Cap, les Bulls de Pretoria et les Sharks de Durban disputeront ainsi bien entendu la Champions Cup, tandis que les Lions de Johannesburg et les Cheetahs de Bloemfontein évolueront eux dans le Challenge européen. Binta. Merci Alceni pour toutes ces informations. Oui, ça a été un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci, à bientôt. Dans un instant, c'est les publi-reportages juste après cette courte pause. Les travaux de l'atelier de formation en planification stratégique axé sur les résultats ont démarré ce mercredi. L'objectif vise à renforcer les capacités des cadres de la Direction nationale de la planification et de l'économie rurale, réfléchir sur un mécanisme pour faire un plaidoyer auprès des législateurs guinéens afin d'intégrer nos droits coutumiers dans le droit positif guinéen. C'est l'objectif d'un atelier qui a débuté ce jeudi dans la ville de Kindia. Et à l'occasion de ses 60 années de service en Guinée, Total Énergie a organisé une journée porte ouverte ce jeudi dénommée Village Total Énergie. L'objectif est de montrer à ses partenaires ses nouveaux produits. Suivez. La planification stratégique axée sur les résultats en matière de développement est devenue l'une des clés de voûte des efforts déployés à l'échelle mondiale pour améliorer l'efficacité des ressources publiques et réaliser les objectifs de développement durable ODD. Elle offre au pouvoir public une philosophie et une stratégie de gestion ainsi qu'un ensemble d'outils destinés à améliorer leur performance et à renforcer l'obligation de redevabilité. Il y a une certaine insuffisance, c'est pourquoi d'ailleurs il y a lieu de rappeler que c'est la toute première fois, je dis bien c'est la toute première fois en République de Guinée que plus de 30 cadres de cette direction soient formés à la fois en planification stratégique axée sur les résultats. L'initiative est du ministère de l'économie, des finances
et du plan à travers la Direction nationale du plan et de la prospective, en partenariat avec le système des Nations Unies, le Bureau de la coordination, le PNUD de l'UNICEF. Avec la coopération et sous le leadership de la Direction de la planification, nous allons nous adresser aussi au BSD. L'objectif final, c'est quoi? C'est que nous, en tant que Nations Unies, avec le gouvernement, on soit en mesure de pouvoir dire que la Guinée a renforcé ses capacités, ses investissements pour réaliser les objectifs de développement durable. Renforcer les capacités des cadres de la Direction nationale de la planification et de l'économie rurale afin de leur permettre de comprendre et mettre en œuvre les principes et pratiques de la planification stratégique axés sur les résultats dans leur travail quotidien et dans l'appui au processus programmatique et de planification du développement est l'objectif de cette session de formation. Et nous, au PNUD, en tant que membre du système des Nations Unies, nous avons avec la Guinée un programme cadre de coopération où sur le dialogue sur les questions stratégiques de développement, c'est fait évidemment avec l'ensemble des ministères sectoriels pour la mise en œuvre, mais stratégiquement pour les questions de cohérence d'ensemble, de pilotage stratégique. Hormis les responsables du ministère de l'économie et ceux des partenaires au développement, quelques autorités locales ont aussi pris part à l'ouverture de cet atelier de formation. Prenant la parole, le directeur de cabinet du gouvernorat de Kindé a exhorté l'ensemble des participants au travail. Je vous exhorte au nom de M. le gouverneur à plus d'attention, à être ouvert à l'apprentissage. Démarré ce mercredi, cette session de formation va s'étendre sur une période de 5 jours dans la capitale de légumes. L'Afrique traditionnelle a connu de nombreuses méthodes de prévention et de résolution des conflits. Mais avec le colonialisme et la mondialisation, elles ont été plus ou moins remplacées par la justice moderne qui peine à satisfaire les justiciables. Ce modèle judiciaire guinéen de stricte inspiration occidentale met en évidence une adéquation de notre organisation sociale avec les textes qui nous gouvernent, d'où la nécessité d'adapter nos textes de loi à nos réalités socio-culturelles pour renforcer la cohésion sociale. Il s'agit de faire des propositions de loi issues de nos traditions, de nos valeurs positives, venant de nos coutumes et mœurs, pour pouvoir les proposer dans le droit positif. Nous voulons parler du code pénal, du code civil, du code foncier domanial. Le droit positif guinéen intègre les valeurs universelles propres à toutes les sociétés, mais il n'y a pas une empreinte suffisante pour nos valeurs traditionnelles positives. Tout est forgé sur le modèle du droit positif français. Il faut pouvoir allier la réalité des justiciables au niveau des auditions. Et ça permettra aussi à nos juges de ne pas se trouver devant un vide juridictionnel. L'initiative est portée par le mouvement des intellectuels et cadres catholiques de Guinée en collaboration avec des ONG de défense des droits de l'homme sur financement de la fondation Osiwa. Mohamed Djoubaté est juriste. Il participe à cet atelier au compte de l'OGDH et il évoque des difficultés liées à l'application des lois guinéennes. Souvent, il y a des textes qu'on prend et on colle chez nous alors que ce n'est pas réellement adapté à la réalité. Les représentants des organisations de défense des droits humains, des élus locaux, tous prennent part à cet atelier pour élaborer un document de plaidoyer pour l'intégration du droit coutumier dans le droit positif en République de Guinée. Si on utilisait nos propres coutumes, nos propres lois pour pouvoir gérer les situations qui se posent en Guinée, je pense que les situations seront un peu mieux. Cette rencontre de 2 jours se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Total Énergie offre 2 jours d'opportunité à ses partenaires, clients et jeunes de découvrir ce qu'il fait. Le directeur général de la filiale invite les intéressés à la visite des stands pour profiter de cette occasion. 60 ans, c'est l'âge de la retraite, mais pour nous, 60 ans, c'est la renaissance. Qui parle de renaissance parle de Total Énergie avec un seul à fin. On passe de 4 énergies à 7 énergies. Donc on espère qu'on aura des gens qui vont visiter, surtout les élèves, les étudiants, qui viendront parcourir tous les villages pour découvrir non seulement ce qu'on sait faire, mais aussi des opportunités de recrutement, non seulement au niveau de la filiale, mais aussi dans nos stations-service. Dans les stands, plusieurs produits de la filiale y sont exposés, notamment
sa gamme solaire lancée cette année. Le directeur réseau de Total Énergie donne l'utilité de ce nouveau produit. Vous allez entendre parler de la gamme Sunshine qui offre justement aux populations qui ont des difficultés d'accès à l'énergie, des solutions solaires, des lampes solaires familiales pour pouvoir recharger leur batterie, avoir de l'électricité également. Au total, la filiale a à son actif 134 stations à travers le pays. Son ambition aujourd'hui est de doter toutes les préfectures de stations-service, mais pas seulement. On est en discussion pour ouvrir donc de nouvelles stations. Ensuite, lancer un nouveau produit, notamment Excellium 4, qui sera lancé donc début d'année prochaine, qui permettra à nos clients de réduire un peu plus la consommation donc, de carburant, avec un meilleur nettoyage donc, des moteurs et avec des ajouts donc, d'additifs. Ces activités interviennent dans le cadre de la célébration des 60 années de la société en Guinée. Une célébration qui sera clôturée samedi 4 juin autour d'un dîner gala avec les autorités du pays, les clients, mais aussi les collaborateurs. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.